L'ordinateur, il n'aura pas le temps avec ses habitudes. Alors, apparemment c'est revenu, je suis vraiment désolé pour ce contretemps, mon internet a coupé, décidément ce soir c'est difficile. Ok, donc je recommence, pas du début, mais simplement on continue avec notre CAC 40, alors... Ok, alors désolé. Donc, comment analyser une tendance? Donc là, on en était aux moyennes mobiles, que j'utilise, voilà. Donc vraiment désolé pour ce contretemps, j'espère que ça n'arrivera plus. Donc, on a la moyenne mobile exponentielle 200 sert à exprimer la tendance de fond, la moyenne mobile exponentielle 100 sert à exprimer la tendance moyen terme, et la moyenne mobile exponentielle 50 sert à exprimer la tendance court terme, sur mon étude. Je vous dis pas que les 100, 200, les 50, 100, 200 sont les moyennes mobiles à utiliser, c'est celles que j'utilise parce que je suis le plus à l'aise avec. Le but, c'est vraiment de trouver les moyennes mobiles, et d'ailleurs la configuration avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de vérité absolue sur les marchés ou en trading. Le but, c'est de gagner de l'argent. Il y en a même, ça va être des buts différents. J'ai déjà vu des gens qui veulent prendre du plaisir à trader. Peut-être pas plus que gagner de l'argent, mais c'est important pour eux, alors que moi, personnellement, je m'en fous. Je veux dire, c'est bien, c'est sûr, je vois exactement ce qu'ils veulent dire. Moi, mon but sur les marchés, c'est de prendre de l'argent, c'est pas de prendre du plaisir à trader. Donc en ce moment, d'ailleurs, j'ai une approche qui marche plutôt pas mal. Bon, je la teste depuis pas longtemps, depuis un peu plus d'une semaine en réel, que vous pouvez retrouver sur videobourse.fr tous les après-midi en général, mais ça peut être n'importe quand dans la journée lors des émissions en direct. C'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais voilà, il n'y a pas de vérité absolue sur les marchés. Le but, c'est de trouver la configuration avec laquelle vous êtes à l'aise. Alors, est-ce que je pense qu'on peut gagner de l'argent sur le long terme sur les marchés? Oui, je pense qu'on peut gagner de l'argent à long terme sur les marchés, à condition d'être raisonnable, rigoureux, d'avoir de l'expérience et de ne pas être trop gourmand. Alors c'est beaucoup de conditions, et bah, finalement je pense que si dès le début tout le monde était au courant de ça, il y aurait beaucoup moins de gens qui voudraient devenir trader. Mais par contre ça peut être très intéressant, et le trading, ça amène une liberté assez incroyable, qui n'est pas possible dans d'autres types de métiers. Donc ça reste très intéressant comme métier, et c'est très dur. Alors, on va continuer dans l'étude technique. Donc, ces moyennes mobiles nous permettent de repérer la tendance de fond. Alors, excellent, quand on a des grosses tendances, comme ce que l'on a eu durant les années de crise, donc une grosse accélération baissière, eh bien, on a juste à trader soit les cassures, c'est-à-dire lorsqu'on coupe à la baisse les moyennes mobiles exponentielles, on prend une position, et puis on gagne plein d'argent. On ressort par exemple quand ça recoupe à la hausse, là c'est excellent. Ou alors on trade les croisements, encore mieux, on aurait pris tout le mouvement de la crise des subprimes. Sauf que quand on a des périodes d'hésitation, comme ce que l'on a depuis la fin de la crise des subprimes, donc depuis 2009, eh bien on a des croisements. Vous voyez ici un croisement, ici un autre. Donc quel mouvement prendre? Eh bien il faut tous les prendre. Le problème c'est qu'à chaque fois, eh bien, on prend un contresens et on perd de l'argent, on perd de l'argent, on perd de l'argent. Donc simplement suivre la tendance, c'est important. Donc on va voir pourquoi, mais c'est pas suffisant pour réaliser des gains sur le long terme en trading. En tout cas, je ne pense pas. Mais c'est déjà un élément clé, suivre la tendance. Je dis très souvent lors de mes émissions, c'est plus facile de marcher dans le sens de la foule que contre la foule. C'est une image, mais c'est pas seulement une image. C'est-à-dire que quand on a des marchés qui vont clairement dans un sens, bah c'est exactement ça, c'est que toute la foule va dans le même sens. Donc aller dans l'autre sens de la foule, c'est beaucoup plus dur. Sauf qu'il y a un moment où la foule s'essouffle, et elle a besoin de revenir en arrière. Donc il ne faut pas non plus rentrer à n'importe quel moment. Donc nous, notre but, ça va être de suivre le mouvement, donc tout en essayant d'optimiser ses points d'entrée. Un point avant de continuer, c'est par rapport à la psychologie des investisseurs. Il faut rester très humble face au marché et accepter la vérité du marché. C'est-à-dire que les marchés ont toujours raison. Donc si vous avez une stratégie qui a marché pendant 10 ans, que vous avez eu 90% de trades perdants et que du jour au lendemain elle ne marche plus, bah, c'est pas les marchés qui font n'importe quoi, c'est votre stratégie qui est obsolète. Donc toujours accepter les lois de l'offre et de la demande et les variations du marché. Il n'y a pas longtemps, bon je ne vais pas en parler plus que ça,
mais il y avait un créateur d'un robot qui disait oui, j'atteins pas mes objectifs parce que le marché en ce moment évolue de manière chaotique à cause des annonces et des perturbations de la tension qu'il y a dans le monde. On a des accélérations de part et d'autre, donc c'est impossible de faire des bénéfices dans ce contexte. Donc c'est pas très cohérent. Les marchés sont les marchés, c'est à nous de nous plier à ces règles, c'est le seul moyen de gagner de l'argent et pas l'inverse. Voilà. Donc, les moyennes mobiles exponentielles, leur avantage c'est de cerner en un coup d'œil la tendance. Là par exemple, je zoome, je vois qu'en ce moment sur le CAC 40, on est en hausse. Pourquoi? Parce que les moyennes mobiles exponentielles sont orientées à la hausse. La moyenne mobile exponentielle 50 est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 100, qui est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 200. Cependant, ça j'aurais pu le voir à l'œil nu, pas besoin de ça. Donc ça c'est un des avantages des moyennes mobiles, mais qui peut être, ça peut être du gadget, c'est-à-dire qu'on peut le repérer à l'œil nu, qu'on a tendance haussière, pas besoin, on voit qu'ici les marchés évoluent à la hausse. Un autre avantage, c'est que ça va donner des zones de rebond potentiel. Ça va servir un peu de centre de gravité, je parle pas de l'indicateur, je parle du centre de gravité en général, c'est-à-dire ça va être comme une base autour desquelles les cours vont être attirés. On va dire que les marchés sont excessifs. Par définition. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir des mouvements, on va tendance à les avoir de manière exacerbée. C'est ce qu'on observe souvent sur les marchés financiers, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige, c'est ce qui conduit aux bulles, etc. C'est-à-dire que quand les investisseurs vont tous faire la même chose, ben, il va y avoir de plus en plus qui vont copier les uns les autres, sauf qu'au bout d'un moment, on décroche de l'économie réelle, ça n'a plus aucun sens, et donc ben, les excès sont corrigés, et on revient à des cours plus rationnels. Et donc, eh bien, on le voit dans une tendance, on a des accélérations, et on revient vers les moyennes mobiles exponentielles avant d'accélérer de nouveau. Donc une approche intéressante, c'est de trader les rebonds dans la tendance. Beaucoup de traders sont intéressés et sont attirés pour trader à très court terme, faire du scalping ou des choses comme ça. Alors le problème, c'est que le scalping, ça génère beaucoup de frais, parce que on prend des positions qui ne durent pas longtemps, on va chercher peu de points, et donc la commission prise par votre courtier ou votre broker est plus importante que si vous faites du trading à moyen ou court terme. Donc pour les traders débutants, je vous conseille plutôt de vous diriger vers des stratégies moyen ou long terme que vers du très court terme. Vous pourrez ensuite y passer, c'est vrai que c'est assez intéressant, mais c'est pas forcément le meilleur moyen de commencer. Également, il y a des bruits de marché qu'on n'a pas sur, le moyen et le long terme, c'est-à-dire que lorsqu'on a des mouvements sur le long terme, en général, c'est plus cohérent et réfléchi que quand on a des grosses variations sur le court terme qui sont parfois dues à des excès ou à des prises de position de gros porteurs et qui ne donnent pas forcément de bons signaux. Donc déjà avec un template composé de moyennes mobiles, on peut avoir des points d'entrée intéressants. Par exemple, si on a cette configuration, on va se dire je ne prends position que quand les cours sont sous les moyennes mobiles exponentielles ou au-dessus, bref, quand les cours sont dans le sens de la tendance, que les moyennes mobiles indique une tendance claire et qu'on a des cours qui reviennent dans ces dernières. Une fois que ces cours reviennent dans ces dernières, quand les investisseurs, quand la force dominante, donc c'est-à-dire les investisseurs dans la tendance, reprennent en main le marché, je prendrai une position. Alors, on va prendre des bons exemples, on va prendre également des mauvais exemples. On va commencer au début de mon graphique, voilà. Alors, ici, on va commencer, donc on voyait qu'on avait une tendance de fond qui était haussière. On revient à l'intérieur, on va zoomer, hein. Voilà. Donc, alors, ici, nous sommes donc le 26 février 2007, on est en tendance haussière, on a une grosse bougie baissière, on revient à l'intérieur des moyennes mobiles exponentielles. Comment interpréter ce signal? Il est vraiment très violent ce signal. En une journée, on passe de 5748 points à 5525 points. Dans ce contexte, il y a dû avoir quelque chose, il y a dû avoir une information d'ordre fondamental. Je ne prends pas de position, c'est trop fou, c'est trop de possibilités, c'est pas rationnel, donc je ne vais pas prendre position dans le sens de la tendance, sachant que là le mouvement court terme est très fort. Cependant, on aura juste accéléré, finalement on aurait retrouvé la tendance de fond, mais pas de prise de position. On accélère à la baisse, et les moyennes mobiles exponentielles évoluent toujours à la hausse. Donc là, quand on revient dans les moyennes mobiles exponentielles, pas de prise de position non plus. Alors là, on repart à la baisse, on revient ici, pareil, les moyennes mobiles exponentielles évoluent toujours à la hausse, pas de prise de position. Ici, on revient de manière assez vive, mais déjà plus cohérente que la bougie qu'on a eue la dernière fois, qui pourtant va donner un bon signal, dans la vague formée par les moyennes mobiles exponentielles. Ici, on a une reprise en main timide du marché, c'est pas suffisant. Là, ce jour-là, le 14 juin 2007, on a, pour moi, un signal suffisant, c'est-à-dire on a un gap haussier qui n'est pas comblé, et on a des acheteurs qui donnent de la force et qui montrent qu'ils sont là. Je pense qu'une prise de position à 6055 points le 15 juin, si fondamentalement on a fait une analyse
donc à partir des données réelles de l'économie qui nous donnent des raisons de rentrer à l'achat, prendre une position acheteuse à ce niveau-là est cohérent, même si ce n'est pas la meilleure configuration. En l'occurrence, on aurait perdu, puisqu'ensuite on voit que les cours accélèrent à la baisse. On va à peine chercher plus haut, on va chercher 6167 points, qu'on accélère à la baisse. Donc là l'idée, une fois qu'on prend cette position, c'est pas d'être sûr de soi, c'est de savoir à quel moment on va sortir si on se trompe et quel objectif on va aller chercher. Donc une manière simple de fixer ces stop loss, donc ce qu'on appelle stop loss, c'est-à-dire les points de sortie quand on va perdre de l'argent, c'est de prendre le précédent plus bas. Donc ici, le précédent plus bas, il aura été dessiné le 7 juin 2007 à 5834 points. Une fois qu'on a défini ce stop, on calcule la taille de sa position en fonction du risque maximum qu'on est prêt à prendre pour son capital. J'entends par là, admettons que vous ayez un capital de 10 000 euros. Vous voulez risquer maximum 1% de votre capital par trade, soit 100 euros par trade. Vous allez calculer la taille de votre prise de position sur votre futur, votre CFD sur le CAC 40, de manière à ce que votre perte ne dépasse pas 100 euros. Donc fort de cela, vous pouvez aller chercher un objectif ensuite plus ou moins important selon votre objectif. Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de limiter son risque en termes de pourcentage de son capital. Pourquoi ? Parce que si on ne sait pas quel risque on est prêt à prendre au maximum, on va faire des bêtises. Par définition et par nature, l'être humain, ça a été prouvé par de nombreuses études, est tenté de prendre rapidement ses gains et de laisser courir ses pertes. Il y a un adage qui dit exactement le contraire, laisser courir ses gains et couper rapidement ses pertes. Je suis pas d'accord avec cet adage, d'ailleurs on a des robots qui prouvent que c'est pas forcément vrai, mais faut pas non plus aller dans le sens inverse. Donc il faut lutter contre soi-même et pour ça il faut limiter sa perte de manière précise et pour éviter de prendre son gain trop rapidement, également fixer ses objectifs. Alors pour fixer ses objectifs, je dis que c'est moins important, c'est également très important, mais c'est moins important dans le sens où psychologiquement, c'est plus simple de prendre des gains que d'accepter de prendre des pertes, forcément. Donc, par exemple, vous pouvez aller chercher un objectif 2 fois plus grand que le stop loss, ça fait un ratio gain-perte de 2 pour 1, c'est-à-dire que l'objectif est 2 fois plus grand que le stop loss, ça me semble plutôt cohérent et pertinent. Donc, fort de ça, là on aura pris une perte, on serait donc sorti à 5535 points. Ensuite, on a l'accélération baissière, on le voit ici. Les cours accélèrent, les moyennes mobiles hésitent, donc là elles prennent pas un chemin très net, on ne sait pas trop où on en est, etc. Donc pas de prise de position. Elles prennent un chemin clair et net à partir de ce croisement, donc à partir du 27 novembre 2007. Alors là on a encore de l'hésitation, on repasse au-dessus, c'est pas très franc. Le premier signal cohérent qu'on a, c'est ce retour le 27 décembre 2007 dans les moyennes mobiles exponentielles. Donc on a un retour des haussiers et on voit qu'ils ont du mal à confirmer. On a une belle reprise en main du marché par les baissiers ici. On a ce qu'on appelle une englobante haussière, c'est-à-dire quand la bougie, voilà, qu'on a ici, le corps de la bougie englobe entièrement le corps de la bougie précédente. Donc ici, on est sur un marché qui est baissier, avec des plus de plus en plus bas, des moyennes mobiles exponentielles qui évoluent à la baisse. On a un signal tout à fait cohérent et une prise de position qui peut être effectuée soit à la clôture du 27 décembre, soit à l'ouverture du 28. Donc on sera rentré environ à 5520 points. Comment on va placer notre stop loss? Le premier réflexe, penser au stop loss et à limiter sa perte à maximum le pourcentage qu'on s'est fixé. Ça peut être 1%, ça peut être 2%. Au-delà de 2%, c'est déjà très important parce que vous ferez des fois des mauvaises séries de 5 ou 6 pertes. Et quand vous faites 5 ou 6 pertes à 3%, c'est catastrophique. C'est pas la fin du monde, mais c'est catastrophique. Quand vous faites 5 ou 6 pertes à 1%, ça fait 5%, 6%, c'est acceptable. Voilà, donc je vous invite vraiment à prendre des risques réfléchis. Donc le stop loss il peut être passé sous le précédent plus haut qui était ici à 5803 points. Donc on calcule la taille de sa position en fonction de cet écart pour que ça corresponde à 1%, 1,5% maximum de son capital. Donc on sait qu'on va perdre au maximum cela. L'objectif peut être placé de manière 2 fois plus importante si on veut vraiment suivre une tendance qu'on pense peut avoir de l'avenir. 1 pour 1, c'est-à-dire un objectif aussi important qu'une stop loss, ça peut être cohérent. Moins de 1 pour 1, ça peut être judicieux, mais à certaines conditions. Donc moi ce que je conseille à les débutants, c'est de respecter un ratio gain-perte de 2 pour 1, c'est-à-dire un objectif dans le sens de la tendance 2 fois plus grand que son stop loss, de manière à ce qu'un trade gagnant rembourse 2 trades perdants. Alors, Saez a une question. Voilà, alors je t'écoute Saez. Il y a quelque chose que je comprends pas. Alors je t'écoute Saez, n'hésite pas à poser ta question. Vous autres également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'indiquer. Donc ici, le signal aurait été très intéressant. On a une grosse accélération baissière. Là, peu importe quel objectif on aurait placé, on serait allé le chercher.
Donc ça va être comme ça durant toute la crise des subprimes, tant mieux. Voilà, on voit que tous les signaux qu'on a, ils sont bons, on accélère à la baisse dès qu'on a des phases de correction. C'est logique, c'était une crise. Là, en ce moment, on voit que qu'on a du mal. Cependant, on a des signaux intéressants qui se produisent. On en a eu notamment un le 11 janvier dernier. On voit on a une grosse bougie haussière qui souligne une reprise en main du marché par les haussiers suite à un retest des moyennes mobiles exponentielles. Une prise de position le 12 était donc justifiée, on a bien accéléré jusqu'à maintenant. Donc voilà une approche simple qui ne sera pas super efficace, mais qui peut déjà ne pas vous faire perdre d'argent sur le long terme, ce qui est déjà une bonne chose, et éventuellement vous générer des profits pour peu que vous preniez le temps d'analyser fondamentalement votre produit, de comprendre ce qui régit ses mouvements, etc. Je pense qu'on peut déjà réaliser des profits avec une approche aussi simple que des moyennes mobiles, du suivi de tendance, des prises de position sur phase de repli dans le sens du mouvement de fond, un ratio gain-perte de 2 pour 1, donc un objectif 2 fois plus grand que le stop-loss, et des stop-loss placés de manière judicieuse, tout en ayant une gestion rigoureuse de ces pertes. Alors, on va compléter ce template, donc cet arsenal d'analyse technique, par des zones de résistance et de support. Alors qu'est-ce que c'est que les zones de résistance et de support? Bien c'est des zones que le trader va matérialiser en utilisant des lignes, donc ils peuvent être des lignes obliques ou horizontales, qui vont être des zones significatives et importantes que plusieurs, qui vont marquer des seuils de retournement qui ont fait leur preuve par le passé. Là par exemple, instinctivement et directement sur mon graphique du CAC 40, je vais prendre les plus bas de la crise des subprimes, 2468 points, on a eu une zone de rebond ensuite. Je vais prendre les plus hauts historiques qui étaient juste avant la crise des subprimes, 6169 points, on a eu un rebond. Alors ensuite je vais zoomer, je vais voir que plus récemment on a eu ici la zone des 4091 points qui avait marqué une forte zone de rebond le 11 janvier 2010. Au niveau des plus bas, je vais prendre les plus bas de la crise grecque qui est symbolique, qui est significatif. Donc on avait eu des rebonds à partir de 3198 points. Donc on va repérer ensuite des lignes obliques, donc on va relier les différents points hauts. Donc ici lors de la crise des subprimes, on voit qu'on a vu une accumulation de points hauts de plus en plus bas. Ce que j'appelle points hauts, c'est des creux haussiers, voilà, comme ça. On va également repérer les points bas, donc les plus bas de plus en plus bas, voilà, ici. Alors, depuis la crise des subprimes, on est sorti de cette tendance baissière, donc de cette dynamique baissière. On va repérer les plus bas de plus en plus haut, voilà, ici. Et également les plus hauts de plus en plus haut, voilà, ici. Alors, pour mieux se repérer, on va colorer tout ça de différentes manières, pour avoir un graphique plus simple à lire. Donc ça, on va le mettre en vert, puisque c'est haussier. Voilà. Ça, on va le mettre en vert parce que c'est haussier. Ça, on va le mettre en rouge parce que c'est baissier. Voilà. Ça, on va le mettre en rouge parce que c'est baissier. Alors, ensuite, les zones horizontales, on va les laisser en bleu marine pour être neutres, parce que c'est simplement des zones d'accélération ou de rebond potentiel, qui peuvent aussi bien jouer leur rôle à l'achat qu'à la vente, donc à la hausse qu'à la baisse. Donc, comment interpréter ces lignes que l'on vient de tracer? Ça peut être des zones de rebond pertinentes. Alors, on va reprendre notre crise des subprimes. On voit que cette courbe, donc cette ligne de tendance, on aurait pu la tracer à partir du moment où on a relié le point haut du 14 décembre 2007 au point haut du 19 mai 2008. Ensuite, tous les retests amènent des zones de rebond assez intéressantes. On va en avoir 3 en tout. Une fois qu'elle est cassée à la hausse, c'est ce qui s'est passé le 16 juillet 2009, on peut considérer qu'on sort techniquement de la tendance de fond qu'on avait jusqu'à présent, donc là en l'occurrence une tendance baissière. Ça peut déboucher soit sur une phase de correction, donc c'est-à-dire une nouvelle tendance inverse, ou soit sur une phase de consolidation, c'est-à-dire une phase de range. Là, en l'occurrence, on a eu une phase de correction, puis une phase de range. Donc, voilà ce que l'on peut dire. S'en est suivi tout de même des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut qui nous permet de tracer une tendance haussière dans laquelle on évolue actuellement. Alors justement, sur le CAC 40, actuellement, on est à peu près, on est dans la partie basse de cette tendance haussière. Le mouvement haussier a marqué les plus hauts que le précédent.
donc ça indique que les acheteurs veulent aller chercher plus haut. Cependant, il manque de force, on le voit, parce que suite à la cassure des précédents plus hauts, il n'y a pas de zone d'accélération. On voit ces derniers jours sur le CAC que c'est assez mou. Donc ça, c'est des arguments, et c'est une lecture du graphique, donc qui contient pourtant réellement les mêmes informations qu'au départ, qui nous permet d'y voir un peu plus clair. On va ajouter à ça ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci. Donc les retracements de Fibonacci, Fibonacci c'était un mathématicien italien du XIIe siècle ou du XVIIIe siècle, j'en ai aucune idée, je ne me rappelle plus, qui a trouvé une suite de nombres qu'on retrouve dans de nombreux éléments de la nature, notamment, il y a plein de choses, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, je vous conseille d'aller chercher sur Wikipédia Fibonacci. Alors je vais laisser sur le chat, ça s'écrit F-I-B-O-N-A-2-C-I. Je vais répondre aux questions juste après sur le chat. Et donc, beaucoup de traders ont décidé d'appliquer cette suite de nombres sur les marchés boursiers pour étudier le niveau de retracement d'un mouvement précédent. Par exemple, ici, on a une dynamique qui est baissière. Une fois qu'elle est terminée, donc une fois qu'on voit qu'on a une grosse phase de retracement, on va prendre le point le plus haut, le point le plus bas, et ça va nous donner des zones de retracement. Si on revient au point initial, donc si on retrace entièrement la tendance précédente, on va dire qu'on a retracé 100%. On a des retracements de Fibonacci qui sont 23.6, 38.2, 61.8%. Et en plus de ça, beaucoup d'investisseurs ajoutent la zone des 50% qui n'est pas un niveau de Fibonacci, mais qui est très important puisque ça marque la moitié de la séance précédente. Moi personnellement, j'ajoute également la zone des 75%. Donc les zones de rebond les plus pertinentes selon moi, d'après mon expérience, sont la zone des 38.2, des 50%. Et la zone des 61.8% est importante à observer parce que si on la franchit, il y a de fortes chances qu'on retrace entièrement l'ancienne tendance. Donc actuellement, on est entre la 38.2 et la 50%. Il n'y a pas de zone de résistance majeure avant les 50%. Donc quand même sur le CAC, techniquement, on n'a pas de raison de douter et de remettre en question le mouvement haussier en dessous de 4314 points. Voilà ce que je pourrais dire techniquement. Après, si fondamentalement ça va dans un autre sens, je n'aurai pas de position à prendre. Mais techniquement, voilà les conclusions que je peux tirer. C'est les seuls indicateurs que je vais utiliser pour me repérer sur un graphique et pour tirer des conclusions techniques. Donc, quelles conclusions tirer de ce graphique en journalier sur le CAC 40? Qu'on est dans une dynamique haussière, dans une tendance haussière depuis mars 2009, donc sur le long terme. Cette tendance fait suite à une forte tendance baissière qui avait des raisons fondamentales fortes, la crise des subprimes. Durant la tendance haussière, on a traversé une crise propre à la zone euro dont les marchés actions se sont pas mal relevés, ce qui indique une certaine force et une certaine confiance des investisseurs dans ces derniers. Le mouvement de fond reste baissier tant qu'on n'a pas franchi à la hausse les 61.8%. Donc je reste méfiant. Je privilégie les prises de position sur phase de rebond. On n'est pas dans une phase de rebond. On a marqué des plus hauts que les précédents il y a quelques jours. Donc dans l'immédiat, je ne prendrai pas de position. Je ne serai ni acheteur parce que j'ai pas d'occasion spécialement intéressante. Je ne serai pas vendeur parce que j'ai pas de signaux de retournement et que j'ai pas de zone de résistance particulière. Il me reste à faire le travail d'analyse fondamentale, c'est-à-dire l'étude des raisons économiques qui pourraient faire monter ou baisser le CAC 40. Et ensuite, je placerai je repérerai des zones où je pourrais rentrer sur le marché, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, pertinentes techniquement. Donc si je dois rentrer à la hausse, j'attendrai... Alors, les cours actuels peuvent être pertinents pour ceux qui aiment trader les cassures des précédents plus hauts. Pour ceux qui aiment trader les rebonds, j'attendrai un retest du support oblique haussier ou des moyennes mobiles exponentielles, ou bien de la zone des 38.2%. Pour ceux qui aiment trader la cassure, pourquoi pas une prise de position dès maintenant. Si on a un scénario baissier, on peut attendre le franchissement à la baisse du support oblique haussier qu'on a tracé ici en vert, donc qui indiquerait la fin de la tendance haussière, et éventuellement une reprise de la dynamique de fond qui est baissière sur le CAC 40. Au niveau des stop loss et des take profit, on a vu comment les placer. Donc voilà un template vraiment simple, mais plutôt pertinent. On va ensuite s'intéresser à des études à court terme. Alors pour ça, on va complètement changer de produit. On va aller sur des actions. On va prendre des actions françaises, je sais qu'il y en a. Il faut simplement que je les retrouve. LVMH Total. On va prendre l'action Total et on va l'étudier en graphique 15 minutes. Donc on va regarder ça après. D'abord, je vais répondre aux quelques questions qui ont dû m'être posées sur le chat. Alors, je fais le point... Ok, c'est revenu, voilà, c'est bon, oui, ça remarche, WhatsApp, salut Fab, salut tout le monde, il y a quelqu'un, salut oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Avec un compte à 3000, quand je prends 100 pips, je gagne à peine 3 €, avec 0,4 lots. Là, ça me paraît vraiment bizarre,
Saez, non, ça me paraît très bizarre. TGK le broker, tu dis Alpari. Non, ça doit pas être 0,4 lots, parce que 0,4 lots ça fait 4000. Si tu prends 100 pips avec 4000, ça te fait 40 centimes. Le pip, ça devrait te faire 40 euros, et non pas 3 euros. Ou alors 40 dollars, donc 30 euros. Mais pas 3 euros. Normalement, tu devrais gagner 30 euros. Voilà ce que dit Kenobi. Ah, peut-être que tu as un compte nano, je suis chez Alpari. Mince, 0,04 lots. Donc c'est normal. Alors, non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Parce que 0,04 lots, ça doit te faire 40 centimes le pips. Donc ça doit te faire 4 dollars les 10 pips. Et ça doit bien te faire 40 dollars les 100 pips. Donc je comprends pas. Je dois vous laisser. Bon live à tous et bonne chance à toi, Fab. Donc 16, non, c'est pas normal hein, ton histoire. Donc en plus, Alpari, il me semble pas qu'il fasse des nanolots. Donc je crois pas que ce soit ça. Le fameux nombre d'or de Belkayat. Saez nous donne un lien. Alors on va aller voir ce lien. Alors la suite de Fibonacci, voilà, bah, merci beaucoup Saez. David, dans les pétales de fleurs, il y a du Fibo. Oui, voilà, il y a des choses dans plein de choses de la nature, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas insister. Même dans les coquilles d'escargot, il est imprimé dans le cerveau humain. Si ça intéresse quelqu'un, il y avait un article sur Yahoo, les patrons du CAC 40 sont les mieux payés d'Europe. Ok, Kenobi. De toute façon, ça c'est très clair. Simplement, petite parenthèse en sortant de l'heure du webinaire et de formation. En France, il y a vraiment énormément d'argent. On dit souvent que les entrepreneurs sont massacrés au niveau des impôts, etc. C'est vrai pour les PME et pour les moyennes entreprises. C'est faux pour les plus grosses entreprises. Il faut savoir que les plus grosses entreprises du CAC 40, d'après une étude, payent réellement seulement 8% d'impôts sur leurs bénéfices. Je ne sais pas si vous vous rendez à quel point c'est dérisoire. Moi, par rapport à mon entreprise, la vidéo bourse, le trading, etc., quand je déclare mes revenus, je paye 21%. Alors il y a tout compris. Je suis au statut auto-entrepreneur, mais sur l'ensemble de ce qui rentre. Et auto-entrepreneur, c'est censé être un statut qui... donc pas seulement sur le bénéfice, sur tout ce qui rentre. C'est censé être un statut qui arrange, donc c'est censé être un statut assez bon, fiscalement. Et il faut vous dire que les plus grosses entreprises du CAC payent seulement 8%. Donc, il y a des vérités et des contre-vérités qui sont assez intéressantes et marrantes en France. Et ceux qui paient le plus d'impôts sont pas toujours ceux qu'on croit. Voilà, donc ça m'étonne pas ce que tu dis, Kenobi, en disant que les patrons du CAC 40 sont les mieux payés d'Europe. Ah ça, très peu taxés aussi. Voilà, bon bref. Donc pour enchaîner avec ce qu'on disait, alors là, vous voyez, il y a des lignes qui sont apparues sur mon graphique. Donc on a le point pivot. Qu'est-ce que c'est que le point pivot? Ça va être un seuil qui va être calculé à partir des cours de la veille et qui va être important à étudier. Laissez-moi reprendre mon souffle, 2 petites secondes, je me sers à boire et je vous explique concrètement ce que c'est que le point pivot. Je vais essayer de formuler ça de manière claire. Alors, quoi qu'il arrive, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à chercher sur Vidéo Bourse. Normalement, il y a des fiches de formation pour tous les termes qu'on aborde depuis tout à l'heure. Je bois, j'en ai pour 2 petites secondes. Voilà, pardon. Donc, pour calculer les points pivots, il y a une formule de calcul précise que je vais aller chercher directement. Ça va être sur Vidéo Bourse en plus. Donc... Ok, donc les points pivots, on va les avoir ici. Alors... j'ai pas mis la formule de calcul. Ok, je vais sur ABC Bourse. Alors, le temps que ça charge. Ok, chercher, apprendre, lexique financier, les bases, l'analyse technique. Attends. Non. Ok, alors, apprendre, point pivot. Alors, moi, pour beaucoup d'indicateurs, j'ai pas les formules dans ma tête, c'est-à-dire que je vais pas avoir les formules de calcul précises, etc. Moi, je suis un trader, je suis pas un mathématicien. Donc, le but, c'est de savoir utiliser les outils. C'est important de les comprendre. Je comprends l'idée que le point pivot est un indicateur qui permet de se repérer au cours de la journée. C'est un indicateur qui va plus être utilisé par les traders en journalier, donc les day traders. Alors, voilà, les points pivots, c'est ça. Alors, le point pivot est calculé en prenant le plus haut de la séance d'hier,
plus le plus bas de la séance d'hier, plus le cours de clôture de la séance d'hier, que l'on va diviser par 3. Donc ça va nous donner un repère qui est une sorte de point d'équilibre. Alors je vais reprendre mes graphiques, qu'on a en orange sur mon graphique. Par exemple, sur le titre total, pour la journée, le point pivot était à 43,29 €, donc pour le cours de l'action. On en déduit des supports, donc S1, S2, S3, et des résistances R1, R2, R3, qui sont censés nous repérer au cours de la journée. C'est plutôt efficace, si on regarde. Alors là, on va remonter un peu loin, mais on a des zones de rebond tout à fait pertinentes au niveau de ces zones de support. Alors si on zoome et qu'on regarde la journée, on va même se mettre en 5 minutes, pour avoir plus moins de recul et justement plus de concret. Pour cette journée du 15, on voit qu'on est resté assez proche du point pivot, puisqu'on est resté sur des cours compris entre la première résistance et le premier support. Il y a des jours où on va dépasser le deuxième support, le troisième support, etc. Donc le point pivot sert de repère. Il peut servir de centre de gravité, il peut servir de zone de résistance et de support, il peut servir à beaucoup de choses, c'est vraiment un repère très important qui est utilisé par énormément de traders. La formule de calcul est toujours la même, c'est celle que je viens de vous présenter. Pour ceux qui ont des plateformes de trading, chez la plupart des brokers, cet outil est directement intégré dans la plateforme de trading. Sur MetaTrader, ça n'est pas le cas, donc il faut l'ajouter, mais il y a beaucoup de traders, vous pouvez le trouver sur beaucoup de forums, qui proposent cet outil gratuitement. Donc là par exemple sur le titre total, on va faire une analyse à court terme, toujours avec les mêmes bases que tout à l'heure, en ajoutant cette notion de point pivot. Donc sur total, je vois qu'on a des plus hauts de plus en plus bas. Alors on le voit, hein, on a des pics haussiers qui sont de plus en plus bas. On peut en déduire que la tendance est baissière. Cependant, attention, dans un même temps, on voit qu'on a des plus bas de plus en plus hauts. On peut en déduire que la tendance est haussière. Une tendance haussière et baissière dans un même temps, ça n'a pas de sens. On est donc en train de s'engouffrer dans une sorte d'entonnoir, c'est ce que l'on appelle un triangle de consolidation, qu'on repérera peut-être mieux en 15 minutes, voilà, on a ici notre triangle. Donc ça indique une hésitation des investisseurs, ça dépend où ça se produit, donc on va avoir des interprétations différentes selon où ça se produit. Ici ça se produit à la suite d'une dynamique de fond qui a été haussière, on le voit ici, et c'est plutôt logique vu les performances du CAC. On avait une dynamique haussière, voilà, je pense qu'elle a été repérée ici. On va essayer de la tracer de manière judicieuse. Voilà, donc on a une tendance de fond qui était haussière, on va mettre ça d'une autre couleur. Voilà, vert. On en est sorti lors de cette accélération baissière. Alors on va zoomer, on va voir ça s'est passé quel jour. Ça s'est passé le 28 janvier 2011. Accélération baissière. S'ensuit une grosse accélération haussière. Donc là on perd un peu nos repères. Et finalement on est dans une phase de consolidation. Alors qu'est-ce que veut dire cette phase? Ça veut dire que les investisseurs perdent leurs repères. C'est plutôt logique parce que techniquement, quand on a une cassure de la trendline, on est censé entrer dans une phase de correction de consolidation. Là, on est ensuite reparti dans une phase d'accélération haussière. Les investisseurs ont perdu leurs repères, ils hésitent et ils ne savent plus vraiment vers où se diriger. Désormais, on surveillera la résistance, donc le haut de ce triangle, et le support, le bas de ce triangle. Une fois que l'on sortira à la hausse ou à la baisse, on devrait, théoriquement, rallier la base de ce triangle. Pourquoi je dis théoriquement? Parce que ce sont des figures chartistes. Les figures chartistes, c'est des figures que l'on repère et qu'on a eu l'habitude de repérer par le passé sur des graphiques et qui sont interprétés de manière similaire, mais qui peuvent tout de même varier selon les produits que l'on étudie. Mais en gros, l'idée sera toujours la même, et c'est plutôt logique. Donc, quand on voit un triangle, les cours varient de moins en moins, ça indique donc une hésitation. Quand on casse, donc quand on a une grosse variation, ça veut dire que les investisseurs ont trouvé la voie qu'ils veulent suivre, et donc que de plus en plus d'investisseurs vont rentrer, et donc on peut avoir une phase d'accélération. Donc c'est plutôt logique. On peut avoir beaucoup de figures différentes. Le triangle, c'est une des plus connues. On va en étudier d'autres, mais voilà, on les appelle figures chartistes puisqu'on les repère directement sur les graphiques. Je préfère ça à des indicateurs mobiles qui peuvent, qui n'ont pas vraiment, qui sont calculés à partir des cours. Moi, j'aime pas vraiment les indicateurs qui sont calculés à partir des cours, dans le sens où toute l'information est comprise à partir des cours. Alors que là, quand on ajoute ces lignes, on ajoute une vraie plus-value, puisqu'on donne des limites et des repères aux cours que l'on repère sur les graphiques, même si la base est toujours les cours réels, c'est-à-dire les bougies que l'on repère. Donc sur l'action totale,
en 15 minutes, je vais prendre des retracements de Fibo. Donc je vais prendre les plus hauts qui avaient été marqués en janvier et les plus bas qui ont été marqués le 8 février. Voilà. Et je me rends compte qu'on a retracé 61%, on l'a dépassé, donc on peut avoir le potentiel pour retracer entièrement le mouvement précédent. Donc on est vraiment en phase d'hésitation. Alors, dans ce contexte, je ne prendrai pas de position sur Total, puisqu'on est dans une période d'hésitation. En revanche, je sais quelle zone repérer. La partie haute, donc la résistance, et la partie basse, le support du triangle, pour entrer éventuellement à l'achat ou à la baisse. Ensuite, je fais mon analyse fondamentale, que je ne vais pas faire ici. C'est pas le sujet de cette émission. Et je suis pas du tout un spécialiste en plus. Si mon analyse fondamentale va à la hausse, alors je ne prendrai uniquement un signal haussier, qu'un signal haussier, donc j'attendrai une sortie uniquement à la hausse du triangle. Si mon analyse fondamentale va uniquement à la baisse sur Total, je ne prendrai uniquement que la sortie à la baisse. Donc s'il y a une sortie à la hausse, je l'ignore. Ça permet de filtrer et on peut s'intéresser à plein de titres, donc il y a forcément un moment où ça va correspondre, où l'analyse technique ira dans le même sens que l'analyse fondamentale. On peut prendre une position tout en se protégeant. Donc là, au niveau de l'analyse technique, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors je vois beaucoup de gens de toute façon qui sont sur le chat, qui ont l'habitude de venir, donc eux, ça doit être un peu même barbant de reprendre ces concepts. Pour les débutants ou ceux qui avaient moins l'habitude de venir sur le site, qui n'ont pas l'habitude de faire de l'analyse technique, est-ce que c'est clair ce que je vous ai présenté? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent incohérentes ou complètement farfelues? N'hésitez pas à me l'indiquer, et ensuite je vais insister sur le money management et l'aspect psychologique. Ensuite on aura terminé, au niveau théorique en tout cas. Restera à vous spécialiser, à bien regarder de nouveau l'émission pour assimiler précisément les différents éléments, puis ensuite à vous lancer avec l'ouverture d'un compte démo. Alors des comptes démo, il y a beaucoup de brokers qui en proposent. Moi sur videobourse.fr, il y a une page qui est dédiée à l'ouverture des comptes démo, où on présente beaucoup de brokers qui proposent des comptes démo. Donc je vous laisse ce lien si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et ensuite on va passer à l'aspect psychologique et surtout au money management avec des exemples concrets sur des comptes démo et des comptes réels. Donc au moins on ne pourra pas faire plus transparent. Je vais regarder s'il y a eu des questions. Alors ça c'était ok, très peu taxé. Total, plus grosse capitalisation boursière, paye peu d'impôts. Tu vas sur ma taf, il y a tous les pivots. Ouais, en effet David, voilà, ça reprend ce que tu disais tout à l'heure. Donc là j'attends vos questions, je vous laisse quelques instants. Et puis ensuite on va aller voir l'évolution d'un compte réel pour voir comment ça se passe en général, et je vais prendre les exemples concrets. Et donc comme ça va être intéressant, vous allez voir l'argent que j'ai perdu par le passé en trading, et depuis quelques mois, l'argent que je commence à gagner. Parce que ça ne fait seulement que quelques mois que je gagne réellement de l'argent de manière raisonnable et régulière sur les marchés, alors que ça fait 4 ans que je suis sur les marchés. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Alors simplement, depuis 4 ans que je suis sur les marchés, j'ai jamais eu le moindre problème avec les brokers. En tout cas, pas de problème majeur. Donc c'est important de le noter. C'est vrai que j'ai été assez exigeant et assez sérieux dans le choix de mes brokers. Et jusqu'à présent, j'ai toujours été payé. Donc tout l'argent que j'ai mis, j'ai pu le retirer sans aucun problème, etc. Donc ça, c'est assez important de le notifier, notamment pour les débutants qui ont peut-être un peu peur des marchés financiers, qui pensent que c'est de l'arnaque, etc. L'arnaque, elle se produira pas au niveau des retraits des dépôts si vous choisissez un broker sérieux, à mon avis, et en tout cas d'après mes 4 ans d'expérience. Voilà. Alors j'ai pas de réaction sur le chat, pas de questions, donc a priori tout était clair. Donc sur ce, je vais enchaîner. Alors, on va commencer par l'aspect psychologique. On va prendre un autre exemple, donc on va prendre un autre graphique. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On va aller voir du côté des actions américaines. On va prendre Apple, tiens, que tout le monde adore en ce moment, ces dernières années. Apple qui marque des plus hauts de plus en plus haut. Alors, comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel. C'est vrai. Donc, il y a un moment où ça va corriger. On peut même penser peut-être une bulle à un moment donné, un ralentissement, etc. Pour l'instant, ça n'est pas du tout le cas. Mais voilà. Vendre au son du clairon, acheter au son du canon. Donc pour moi, Apple est très haut actuellement. Et les cours actuels ne m'intéressent pas du tout pour prendre position à l'achat. Pourquoi? Parce que même si je suis acheteur, fondamentalement, je vais attendre une phase de rebond. Par exemple, que l'on a pu avoir la journée du 10 février, le retour à 348, donc à partir de 350, c'était des points d'entrée intéressants. Parce qu'on avait un retour dans la vague, alors qu'il y a une tendance de fond haussière. Par exemple, la journée du 28 janvier, c'était un niveau de prise de position intéressant. Attention cependant, il y a un moment où ça va corriger. Ça c'est sûr et certain. Là, on est sur une pente trop accentuée, donc moi, là, Apple, même en phase de rebond, ne m'intéresse plus. Au contraire... Alors, faut pas forcément le faire, faut mieux suivre la tendance, mais si on a une cassure nette
de la trendline verte tracée ici sur mon graphe, observée ici en graphique 1 heure, je serais susceptible de prendre une position pour aller chercher un retracement de Fibonacci par exemple, comme objectif. Donc, on va voir les erreurs que peut faire un trader débutant, donc qui prend des positions. On va dire que j'ai un capital de 10 000 €. Je veux aller chercher... je risque au maximum 1% et je vais chercher 2% de gain par trade. Donc on va dire que je suis sur Apple. On va prendre un exemple par le passé. On va dire que voilà, là on est en tendance haussière. Et donc mon signal est quasi parfait ici. Voilà, là la journée du 20 décembre 2010, on a une correction. On a ensuite des acheteurs qui reprennent en main le marché. On le voit lors de la journée du 20. Là je prends une position acheteuse. Je me protège sous les plus bas et je cherche un objectif 2 fois plus grand. Là on augmente, on augmente, on augmente. On approche de mon objectif et je me dis... Oh non, là je suis dans la tendance, c'est bien, ça va continuer à augmenter. Je vais enlever mon objectif et je vais laisser courir un peu plus longtemps. C'est rarement ce qui se passe, mais on va dire que le trader fait ça. Donc là ça augmente, hop, il arrive un peu plus haut, il est très content, et il se dit, bah c'est bon, je laisse, ça va augmenter, c'est bon. Ça commence à revenir, hop, et on revient à son point d'entrée. Là il panique, il se dit, bah qu'est-ce que je fais? J'aurais dû le prendre, décidément j'aurais dû le prendre quand c'était bon. Je sais pas, là si ça accélère à la baisse, maintenant il y a de l'hésitation, en plus on a beaucoup augmenté, je coupe mon trade au niveau de mon point d'entrée. Donc il n'y a ni gain ni perte, alors que ça aurait dû être une position gagnante. Donc ça c'est une erreur classique de ne pas laisser courir ses trades jusqu'à son objectif. Donc pour ceux qui ont lu des livres relatifs à la psychologie, il y a notamment le livre La psychologie des grands traders de Tammy Kabach qui est très intéressant. La psychologie tient un rôle très important dans la prise de décision d'un trader. Et moi, je suis assez faible psychologiquement par rapport au trading, donc maintenant c'est clair et net, c'est stop loss take profit et j'y touche plus. C'est-à-dire qu'une fois que mon trade est ouvert, je n'y touche plus. Je dis pas que c'est la solution miracle, je dis pas que c'est la solution qui correspondra à tout le monde, moi c'est ce que je fais. Là encore, il n'y a pas de vérité absolue, à chacun de trouver sa solution. Mais l'important, c'est de respecter un plan de trading qu'on a fixé à l'avance, c'est-à-dire de ne pas laisser les événements dicter ses choix, mais laisser son plan de trading dicter ses choix. C'est-à-dire d'avoir un plan clairement réfléchi à l'avance, qui tient compte d'un objectif qu'on s'est fixé calmement, donc il n'y a pas de raison d'aller chercher plus qu'un objectif qu'on s'est fixé. Si on peut aller chercher plus, tant mieux, mais sinon on respecte ses points de sortie. Alors, maintenant on va prendre un mauvais exemple. On va dire que là, le trader est très confiant dans Apple, qu'il y a une petite phase de correction qui s'observe ici le 11 janvier à 20h30 sur le CFD, sur l'action Apple, pardon, et donc il prend une position ici à 22h30. Donc il se dit, bah c'est bon, je prends une position acheteuse, ça accélère, il est très content, et puis encore une fois, il se dit, je vais laisser courir. Le lendemain matin, ça ouvre sur un gap baissier assez important. Il est en forte perte. Qu'est-ce qu'il se dit? Je prends pas ma perte tout de suite. Je laisse courir. Alors, deux choix possibles. Soit il laisse courir et il se rend compte... Alors déjà, soit sa marge saute parce que ça a trop baissé. Ou soit il panique, il coupe très bas. Ou soit il laisse courir et finalement il termine en gain parce que après ça accélère à la hausse. Quoi qu'il arrive, n'importe lequel de ces choix est négatif. Pourquoi? Parce que... s'il laisse courir et qu'il coupe finalement en hausse, au même niveau, voire un peu plus haut que ce qu'il aurait coupé la veille, alors qu'il avait atteint son objectif. C'est une mauvaise chose parce que cette fois-ci ça va être passé. Il va recommencer ça les prochaines fois parce qu'il va être confiant dans son erreur. Et bah, tôt ou tard ça va pas payer et tôt ou tard ça va accélérer à la baisse. La bonne solution a été de couper dès l'ouverture de la bougie. La bonne solution pour réparer son erreur. La bonne solution, ça aurait été d'accepter son gain. À la base, il avait son gain. Mais une fois qu'on a eu la perte, il faut accepter la perte. Quand on fait une erreur, il faut l'assumer, il faut prendre sa perte, et on repart sur de bonnes bases. Faut pas laisser courir une erreur, ça fait pas partie du plan de trading, donc on n'est pas là pour jouer ou faire n'importe quoi, sinon on va au casino. C'est beaucoup plus agréable, et en plus c'est moins risqué. Je vous assure, un trader qui fait n'importe quoi avec des forts leviers, il faut mieux aller au casino. En plus, le risque là-dedans, c'est comme le poker en ligne, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'argent parce qu'on l'a pas entre les mains, ça reste de l'argent virtuel, et donc on a tendance à remettre facilement de l'argent, donc c'est très dangereux. Donc il faut savoir où on met les pieds. Voilà un type d'erreur. Il y en a beaucoup d'autres, je vais pas faire le point sur tout parce que je vais pas avoir le temps. Donc voilà, lutter contre ces réflexes et s'imposer
un plan rigoureux de trading qui permet de fixer des objectifs et qui indique des prises de décision conseillées dans tel ou tel cas à l'avance et s'y tenir. Limiter au maximum le risque, voilà. Alors, en termes de money management, je pense qu'on l'a vu, 1% de son capital, pas plus. On peut monter à 2%, 3% si on a un capital très faible, mais déjà à 3%, en cas de mauvaise série qui arrivera tôt ou tard, ça va être très dur à relever. Je pense que 1%, c'est bon. À partir du moment où on a un capital conséquent, faut pas les risquer plus de 1% par trade, je pense. 1,5%, pourquoi pas. Après, tout va dépendre également de l'approche. Moi, pour ceux qui me suivent en émission en direct, j'ai une approche vraiment particulière. Après, ça vient avec le temps, on peut aller dans de la fantasy. Moi, pour vous dire, là, je suis très strict depuis tout à l'heure. Mais moi, concrètement, en réel, qu'est-ce que j'applique? J'applique une stratégie qui allie de la martingale au départ, jusqu'à un certain niveau de risque. Ensuite, je bloque ce risque à un niveau fixe, et je trade jusqu'à revenir à une situation de gain. Donc, je n'accepte pas vraiment ma perte, mais je sais que je suis prêt à risquer mon capital. Bon, alors il y a quand même très peu de chances que je perde l'ensemble du capital, mais c'est un risque que j'ai clairement défini dans ma tête et dans mon plan de trading. Mon plan de trading que vous pouvez retrouver sur videobourse.fr. La différence entre mon approche et celle d'un débutant, c'est qu'un débutant il va avoir tendance à adapter ses choix en fonction de ce qui va se passer sur les marchés. Moi maintenant j'ai mon plan de trading et je l'applique vraiment strictement. Voilà, je pense la différence. Alors maintenant je vais vous donner des exemples de comptes concrets pour terminer l'émission, pour vous montrer que j'ai perdu de l'argent sur les marchés, que j'en ai aussi gagné. Donc pour ça vous avez mon MyFXBook. Alors je vais vous donner l'adresse de mon MyFXBook, on va y aller tout de suite. Alors MyFXBook c'est un site comme Facebook mais pour le trading, qui permet de suivre le compte de telle ou telle personne. Donc là sur le chat bleu en dessous du cas de diffusion, je vous laisse l'adresse vers mon compte MyFXBook. Il y a beaucoup de comptes qui tournent. Alors certains c'est des comptes de démo, d'autres c'est des comptes réels. Certains sont des comptes gérés par des robots, d'autres sont des comptes manuels. Si vous voulez y voir un peu plus clair et que vous voulez retrouver ces comptes de manière plus ordonnée, vous avez la partie suivi des stratégies dans le menu de gauche. Donc je vous laisse l'adresse encore une fois. Et là c'est classé par thème. Alors justement on va aller sur cette page. Alors sur les comptes réels actifs. Les comptes manuels actifs. Alors mon premier, c'est celui que je gère actuellement lors de l'émission, c'est celui-ci. Donc on voit un gain de 9,08%, donc un gain total de 144 $, avec un risque maximum de 7,06%, donc sur l'ensemble des pertes cumulées. Et donc j'applique mon plan de trading rigoureusement. Je suis assez content de cette approche. Pour le moment ça se passe bien, on verra ce que ça donne. Pour le moment le drawdown, c'est-à-dire la perte maximale, est maîtrisé. On va regarder... donc ça c'est ok. On va regarder, alors ensuite les autres comptes réels c'est des comptes qu'on gère en commun. Par exemple le compte géré avec Match il est assez intéressant. Plus 3,29% c'est plutôt faible parce qu'on a quand même ce compte depuis septembre. Depuis le 17 septembre 2010. Donc un gain de 13 $ en 3 mois c'est pas énorme. Bon on a quand même débloqué une partie du bonus mais on a un risque maximum de 9,56%, ça reste raisonnable. Donc certes les gains sont pas énormes mais déjà d'une on est positif. Donc ça c'est, on fait pas partie des 90% de traders qui perdent de l'argent. Et de deux, on a un risque maîtrisé. On a une position en cours en plus qui est gagnante, donc c'est pas mal. En termes de ratio gain-perte, on a 59% de trades gagnants pour 41% de trades perdants. Voilà ce que l'on peut indiquer. Maintenant, on va regarder les comptes réels que j'ai clos. Alors, on va commencer par le compte FXPro. Alors, le compte FXPro, c'est une longue histoire. Hein. On va le voir tout de suite. Il s'est passé beaucoup de choses sur mon compte réel. Et la grosse différence entre le réel et le démo, c'est le rapport à l'argent. Donc sur ce compte, j'ai eu des gros dépôts, j'ai eu des grosses pertes, j'ai eu des grosses hausses. On le voit ici, je suis monté très haut. Par exemple ici, je pars avec 300 €, je monte jusqu'à 2400 €, puis je perds tout et j'en retire une partie. Bref, une évolution assez chaotique, pas régulière, et qui au final amène une perte totale sur l'ensemble de mon compte FXPro, tenez-vous bien, à 8690 €. Donc c'est pas en un jour, mais sur l'ensemble du compte, je suis donc très largement négatif. Et bon, ça faut pas densifier, ça veut rien dire. Mais sur ce compte, je suis donc très largement négatif jusqu'à présent. On va regarder d'autres comptes. On va regarder notamment le compte lequel, voilà, le compte Alpari, pour vous donner un bon exemple. Alors par exemple, le compte Alpari, alors il faut savoir que le compte FXPro, c'est celui que j'avais au début. Donc c'est vraiment celui avec lequel j'ai débuté. Ce compte Alpari, c'est celui avec lequel un peu j'ai eu le déclic. C'est celui où je suis passé du statut de débutant qui tradait comme il allait au casino à celui de trader qui appliquait un plan de trading.
Alors sur ce compte, j'ai réalisé un gain de 1188 €. Et je suis parti d'un capital, on va le voir, hein. Je suis parti d'un capital de 200 €. J'ai fait quelques dépôts, mais j'ai terminé avec un capital à 3644 €. Et ensuite j'ai fait un retrait. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce retour là? Septembre 2010. Alors, attendez. Il faut que... Voilà. Alors, si on regarde sur le plus long terme, j'ai que 788 € de profit, puisqu'au départ, si on regarde la balance, voilà, j'avais eu des pertes. Donc, ensuite, on a eu une belle accélération haussière, et j'ai terminé en gain significatif. Donc, il y a eu des écarts cependant entre mon équité et ma balance. Ça, il faut faire très attention. Ça peut jouer également psychologiquement. Il y a des traders qui disent tant qu'on n'a pas fermé un trade, on n'a pas perdu ou on n'a pas gagné. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, pour moi, ce qui compte, c'est l'équité, c'est-à-dire ce que vous avez au moment où vous parlez. Donc, vous pouvez toujours tout couper et prendre vos gains ou vos pertes. Donc, on voit qu'il y a eu des gros écarts et qu'il y a eu des moments où j'étais quand même en difficulté. Alors, finalement, ça a très bien fini. Et là où j'étais content, le gros point positif de ce compte, c'est quand même que je l'ai duré sur le long terme et que j'ai eu des bons résultats. On voit en janvier 2010 20,6%, en février 2010 19,7%, en mars 29,4%, en avril je suis perdant mais j'accepte ma perte, moins 6,5%, en mai je suis gagnant, 5,9%, j'estime que j'ai fait mes preuves et que j'ai plus rien à faire avec cette stratégie, je retire mon argent. Ça c'est vraiment un compte que j'ai géré et que je suis fier d'avoir géré comme ça. Voilà, j'avais commencé au mois de décembre 2009 avec 14%. Donc, j'avais un plan de trading très précis qui n'était pas forcément très raisonnable, c'était de la moyenne à la baisse. Mais au final, j'ai appliqué, j'ai accepté la perte maximale, je suis allé chercher mes gains, j'ai su m'arrêter à temps. J'ai également d'autres comptes réels qui ont très bien marché. Il y a eu le compte FXTG. Alors là, ça a été assez rapide. Mais c'est des gains qui étaient vraiment très importants très rapidement. Ensuite, j'ai pris mes profits. Donc j'ai réalisé 2183 $ de profit sur ce compte. Enfin bref, tout ça pour vous dire de prendre votre temps, de ne pas penser que le trading c'est facile, d'avoir une approche rigoureuse et de beaucoup vous former théoriquement, de beaucoup vous entraîner sur des comptes démo, de passer en réel avec des petites sommes, d'appliquer des concepts simples auxquels vous croyez, ne pas écouter les autres, uniquement les autres je dirais, écouter les autres et surtout prendre exemple, en tout cas étudier ce que font les traders plus expérimentés et qui ont de bons résultats, mais toujours garder à l'esprit que quand vous entrez sur le marché, c'est votre décision uniquement, et c'est votre argent. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce webinaire. J'espère vous avoir donné quelques clés pour commencer à trader, commencer à suivre la tendance de manière simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le forum ou sur le chat. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, normalement ça aurait dû se tenir sur le site d'ActiveTrade, ça n'a pas été possible, mais je crois que l'important c'est que le live se soit déroulé. Au niveau de l'organisation, je pense que c'était pas top, mais de toute façon, en général, je ne suis pas très académique sur videobourse.fr. L'essentiel que je voulais dire, je pense, a été dit. C'est pas des plus passionnants quand je parle, je pense. Il y a des fois on s'ennuie, des choses comme ça. Ça fait partie de la formation, et la formation, c'est pas le trading. Le trading, c'est rock'n'roll, le trading, c'est sur les marchés que ça se passe. Et c'est pour ça que je suis plus à l'aise à faire des sessions de trading que des webinaires. Donc moi, vous pouvez me retrouver justement en session de trading tous les jours, au même endroit que l'endroit sur lequel vous suivez ce webinaire, donc sur la page d'accueil, ici. En général, c'est en début d'après-midi. Vous voyez, on en a eu un cet après-midi de 14 à 16h. Et là, c'est que de la prise de position sur du très court terme. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, bon appétit pour ceux qui vont manger, et bonne soirée. Alors on a David qui nous a mis un lien, un site qui propose de devenir riche en Forex. Donc je vais regarder rapidement ça, c'est Guild Forex. Ah oui, alors j'en ai entendu parler, mais je sais pas vraiment ce que ça vaut, David, donc je pourrais pas te dire. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de recette miracle sur les marchés, c'est que du travail, que de la rigueur, ça c'est sûr. Mais on peut espérer des gros gains. Moi sur le compte actuel, je suis sur un espoir de 30% par mois, ce qui est énorme. J'en ai même, c'est même pas crédible, donc peut-être que j'aurai une désillusion, et pour le moment je suis sur cette optique. Je dis pas que j'ai raison, on verra ce que ça donne. Ok, bonne soirée à tous, à bientôt sur videobourse.fr.